Bonjour à tous. Imaginez un instant, vous êtes à Kiev, vous regardez les cartes, et là vous réalisez que votre ennemi ne combat plus seul. Il s'est trouvé un partenaire officiel, avec un traité, un mémorial aux morts communs, et un plan de coopération militaire qui court jusqu'en 2031. Bienvenue dans la nouvelle géopolitique du conflit ukrainien. Cette semaine, quelque chose de majeur vient de se passer à Pyongyang. Quelque chose que beaucoup de médias ont à peine effleuré. Et aujourd'hui, nous allons vous expliquer exactement ce que ça signifie pour la guerre, pour l'Europe et pour l'équilibre mondial. Le 27 avril 2026, le ministre russe de la Défense, Andreï Belousov, est à Pyongyang. Il rencontre Kim Jong-un. Et à l'issue de cette rencontre, Moscou annonce être prêt à signer un plan de coopération militaire couvrant la période 2027-2031. Ce n'est pas un accord de circonstances. Ce n'est pas juste deux régimes qui s'échangent des munitions sous le manteau. C'est une alliance institutionnalisée, planifiée sur 5 ans, qui dépasse largement le cadre du conflit en Ukraine. Et pour bien comprendre le poids symbolique de ce moment, voilà ce qui s'est passé en parallèle. Une délégation russe était à Pyongyang pour l'inauguration d'un complexe mémoriel en l'honneur de ceux qui ont été tués en soutenant l'effort de guerre de Moscou contre l'Ukraine. Un mémorial pour des soldats nord-coréens morts en Ukraine. Si vous cherchez la preuve que cette alliance a dépassé le stade du déni, vous l'avez. Pour comprendre où on en est, il faut remonter un peu. Tout commence vraiment à prendre forme en 2024. Un traité militaire lie les deux États par une obligation d'assistance mutuelle immédiate et sans délai en cas d'attaque. Ce mécanisme prévoit que chaque pays doit fournir un soutien militaire automatique si l'autre est agressé. Autrement dit, si la Russie est attaquée, la Corée du Nord est obligée d'intervenir et vice-versa. Bon, ce n'est plus un partenariat d'opportunité, c'est une alliance défensive formelle. Ensuite vient l'aspect concret sur le terrain. La Corée du Nord a envoyé des milliers de soldats, ainsi que des missiles et des munitions, pour soutenir la Russie. Ils ont été déployés dans la région de Koursk pour repousser l'armée ukrainienne qui avait occupé la zone pendant près d'1 an, d'août 2024 au printemps 2025. Et le prix humain? La Corée du Sud estime qu'environ 2000 Nord-Coréens ont été tués dans cette guerre. D'autres rapports britanniques évoquent jusqu'à 6000 morts, soit plus de la moitié des soldats initialement déployés. Ce sont des chiffres vertigineux. Et pourtant, Pyongyang continue. Parce que c'est là que la question clé se pose. Pourquoi la Corée du Nord accepte-t-elle de sacrifier autant de soldats pour une guerre qui n'est pas la sienne? La réponse tient en un mot: survie. En échange, la Corée du Nord reçoit de la Russie une aide financière, des technologies militaires ainsi que de la nourriture et de l'énergie, ce qui permet à Pyongyang de contourner les lourdes sanctions internationales frappant ses programmes nucléaires interdits. Mais il y a plus. Pyongyang pourrait espérer acquérir des composants essentiels en échange de son engagement sur le front ukrainien, notamment pour renforcer ses capacités dans les secteurs spatial et nucléaire. Et côté financier, la Corée du Nord pourrait avoir gagné jusqu'à 14 milliards de dollars en échange de son soutien militaire à la Russie, selon des experts. 14 milliards. Pour un régime sous sanctions, c'est une bouée de sauvetage économique. Côté russe, le calcul est tout aussi froid. Les troupes de Pyongyang permettent de compenser partiellement les pertes russes tout en maintenant la pression militaire sur les forces ukrainiennes. Deux régimes, deux intérêts bien compris, une alliance qui fonctionne précisément parce qu'elle est mutuellement profitable. Et maintenant, parlons de la grande question. Qu'est-ce que tout ça change réellement pour l'Ukraine et ses alliés? Pour l'Ukraine et ses alliés occidentaux, cette évolution représente un défi stratégique majeur. La perspective d'un conflit prolongé impliquant des ressources humaines et matérielles nord-coréennes
complique considérablement les calculs militaires et diplomatiques. En clair, l'Ukraine ne fait plus face à la seule Russie. Elle fait face à une coalition. Et ce mot de Kim Jong-un qui résume tout, il a qualifié le conflit de guerre sacrée. Quand un dirigeant parle de guerre sacrée, il ne négocie pas. Il n'arbitre pas. Il s'engage idéologiquement. Ce n'est plus une question de pragmatisme géopolitique. C'est une posture qui rend toute médiation beaucoup plus complexe. Pour l'Europe, le tableau est sombre. L'Europe se trouve confrontée à une menace inédite. Une coalition militaire russo-nord-coréenne capable de maintenir une pression constante sur ses frontières orientales, tout en disposant de capacités nucléaires et de technologies militaires avancées. Ce n'est plus un conflit régional. C'est un affrontement géopolitique qui implique deux puissances nucléaires, coordonnées, avec un horizon de long terme. Voilà ce que nous retenons au-delà des faits. Premièrement, cette alliance n'est plus conjoncturelle, elle est structurelle. Un plan jusqu'en 2031, un traité d'assistance mutuelle, un mémorial commun, ce sont des marqueurs d'une relation d'État durable. Même si la guerre en Ukraine s'arrête demain, ce lien russo-nord-coréen ne disparaîtra pas. Deuxièmement, l'Occident a un sérieux problème de cohérence. On sanctionne la Corée du Nord depuis des décennies pour son programme nucléaire. Et aujourd'hui, Pyongyang contourne allègrement ses sanctions grâce à la Russie, un membre permanent du Conseil de sécurité de l'ONU. Le système de pression internationale montre ses limites de façon criante. Troisièmement, et c'est peut-être le point le plus sous-estimé, cette alliance redessine la carte des risques nucléaires. Si la Corée du Nord consolide ses capacités spatiales et nucléaires grâce à la technologie russe, ce n'est pas seulement l'Ukraine qui en paye le prix. C'est la sécurité de toute l'Asie du Nord-Est. Et au-delà, le monde en 2026 ressemble de moins en moins à celui de 2022. Et il faut regarder cette évolution en face. Voilà pour ce débrief. Comme toujours, nous cherchons à vous donner les clés pour comprendre les événements. Pas juste à vous répéter les titres. Est-ce que cette alliance vous inquiète ? Est-ce que vous pensez que l'Occident a encore les outils pour y répondre ? Dites-le nous en commentaire. Nous lisons tout, et les meilleures analyses causent parfois d'en bas. Si cette vidéo vous a apporté quelque chose, likez, partagez, abonnez-vous. Et à très vite pour le prochain débrief.